Alors, on va dupliquer tout ça, tout ceci. Avec la flèche noire et la touche Alt, vous le déplacez. Et on va réessayer un effet spécial de décalage. Objet, tracé, décalage. Alors, il faut que je vous dise que si vous devez aller souvent dans un menu chercher une fonction, il faut bien sûr utiliser le raccourci clavier, parce que chaque fois aller dans le menu. Alors ici, pendant la formation, je vais souvent dans les menus alors que je pourrais utiliser des raccourcis clavier. C'est parce que c'est une formation et je veux montrer visuellement où ça se trouve dans le menu et qu'on voit le nom de la fonction. Tout ça, c'est plus intéressant quand on apprend. Et par ailleurs, si vous apprenez plein de logiciels en parallèle, Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects, Adobe Dimension, Blender, etc., retenir les raccourcis clavier, ça va être la cata. Je ne vous conseille pas de vous focaliser sur les raccourcis clavier. C'est souvent chez les tout débutants qu'on a cette obsession des raccourcis clavier. Voilà. C'est d'ailleurs une plaie quand on donne des formations dans les écoles. Parfois, il y a le petit qui connaît les raccourcis et qui, chaque fois qu'on parle d'une fonction dans le logiciel, il donne le raccourci clavier. Tout ça, c'est bien sympathique jusqu'à ce que, en fait, le petit, il se trompe, en fait, et il enduit les autres dans l'erreur. Ça, avec des faux raccourcis clavier. Donc voilà, c'est typique. Les raccourcis clavier, vous focalisez pas là-dessus. C'est vraiment quand vous serez en production, dans le même logiciel souvent, que ça vaudra la peine de commencer à les apprendre. Mais alors, je voulais vous dire que, voilà, cette fonction qu'on est en train d'aller chercher là, objet tracé décalage, n'a pas de raccourci clavier. Il est bien sûr possible de lui en mettre une. Et ça se fait par le menu édition raccourci clavier dans les logiciels Adobe. On peut ajouter des raccourcis clavier on peut modifier des raccourcis clavier existants déjà, si jamais ça entre en conflit avec d'autres logiciels qui sont ouverts sur l'ordinateur. Ça entre en conflit avec d'autres logiciels qui sont ouverts sur l'ordinateur, donc on peut éventuellement être amené à changer un raccourci clavier, ou parce qu'on a l'habitude d'un autre logiciel et dans l'autre logiciel, le raccourci clavier, c'est comme ça. Mais le plus intéressant, et ce qu'on fait le plus souvent quand on va dans l'éditeur de raccourci clavier, dans le menu édition raccourci clavier, c'est pour ajouter un raccourci à une fonction qui n'en a pas. Et donc, si je vais souvent là, il faudra que j'aille mettre un raccourci clavier. Même chose pour ici. Voilà, bel exemple. Je suis certain que dans votre Illustrator, menu objet tracé simplifié n'a pas de raccourci clavier. Il n'est rien indiqué ici chez vous. Parce que ça, c'est un que j'ai créé pour cette fonction-là. Alt, commande, dollar. Oui, c'est dollar, je pense bien que j'avais mis. Alt, commande, dollar, bien que ça n'apparaisse pas tel quel. C'est un raccourci que j'ai créé pour ne pas devoir chaque fois aller dans Objet, Tracé, Simplifier, comme c'est quelque chose qui est utilisé assez souvent. Voilà, donc ça, je vous montrerai les raccourcis clavier parce que c'est quand même très utile. Et je vous montrerai aussi que dans tout logiciel sur l'ordinateur, il est possible de leur ajouter un raccourci clavier. Parce que vous vous dites, oui, c'est bien, c'est chez Adobe, dans le menu édition, raccourci clavier, on peut ajouter un raccourci clavier, mais quid de mon logiciel que j'utilise souvent, qui n'est pas Adobe, et il y a des fonctions, je voudrais ajouter des raccourcis clavier, mais malheureusement, il n'y a pas l'éditeur de raccourcis clavier dans mon logiciel. Eh bien, par l'ordinateur, par un certain endroit de l'ordinateur, qu'on soit sur Windows ou sur Mac, il est possible d'aller ajouter au logiciel des raccourcis clavier. Voilà, fin de la parenthèse sur les raccourcis clavier. On était donc dans Objet, Tracé, Décalage. Voilà. Alors, la case aperçue est cochée, bien sûr. Je vous rappelle que si elle n'était pas cochable, ça veut dire qu'il n'y a aucun objet qui était sélectionné, mais elle est là cochée, pas de problème. Et vous allez pouvoir vraiment exagérer. Donc, je vais mettre 2 touches tabulation. Donc, j'ajoute du décalage sur un objet qui avait déjà du décalage. Essayons 4, touche tabulation. OK. Ça a l'air pas mal. Ouais. Donc, j'obtiens un gros pâté, en fait. Un gros pâté, quand je clique sur OK, si je clique à côté, on n'arrive plus à lire. Mais c'est intéressant, vous allez voir. À quoi ça pourrait servir?
Vous voyez ce qu'on pourrait faire avec ça? Oui, ce serait une possibilité. Alors, de jouer avec les couleurs, ou de s'en servir comme masque, oui. Mais au fait, moi, je pensais à autre chose, vous allez voir. Ça va servir de support. Vous avez déjà certainement vu ces porte-clés en caoutchouc sur lesquels il y a du texte qui est écrit, sur un support. Ça va servir de support au vrai texte qui est là au-dessus. Vous allez voir, on va faire ça. C'est ça l'idée ici. Voilà, j'ai juste, tapé dans Google, rubber key holder et je tombe ce sur quoi oui, ce dont je parlais, ce genre de choses, en fait. Du texte avec, une forme qui sert de support et qui suit la forme du texte. Ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire en découpe laser, à un très faible nombre, d'exemplaires. Donc typiquement, c'est le genre de choses qu'une boîte peut faire pour, une autre boîte qui est cliente. Quand on fait du B2B, du business to business, on peut offrir des cadeaux comme ça, à tous les employés de l'autre boîte, pour les remercier, voilà, ou autre chose. Hem, donc sachez que ce genre de choses peut se faire vraiment en peu d'exemplaires finalement. Bon, ben, voilà, ça c'est l'effet que je veux essayer d'obtenir. Donc, dans la palette Pathfinder, première chose, une réunion. Voilà, il y a pas de raison que je garde toutes les formes là inutiles qui étaient là. Je vais enregistrer le document. Je sélectionne l'objet, voilà, et bah, je vais aller chercher, des styles graphiques prédéfinis. Ça, on n'a jamais fait jusqu'à présent, aller chercher des styles graphiques prédéfinis. Je vous ai peut-être pas montré qu'il en existe, non, je vous ai pas encore montré qu'il en existe aussi plein sur le web. Donc les styles graphiques, menu fenêtre, style graphique. Donc il y en a déjà quelques-uns dans la palette. Vous pouvez tester. Vous voyez ce que ça donne? Donc il y a des styles graphiques qui tentent de créer un bord, comme s'il y avait un bord, une épaisseur à l'objet. Il faut savoir que, objectivement, par rapport à Photoshop, Illustrator est un peu plus compliqué, pour la création, de simili-bords. Bon, de toute façon, ici, on n'est pas en train de les créer, on est en train de tester des styles qui intègrent déjà ça. Alors, dans le bas de la palette style graphique, sur la bibliothèque ici, vous pouvez descendre jusque, alors, où est-ce qu'ils sont? Voilà, ben, c'est le premier, en fait, boutons et transformations. Une palette s'ouvre. Je l'agrandis pour tout voir. Voilà. Liste, non, on est en affichage par vignette, c'est bon. Ben, écoutez, vous pouvez tester. Ça, vous voyez ce que ça donne. Donc c'est en fait prévu pour faire des boutons pour le web, mais il se trouve que ce n'est plus d'actualité maintenant. Quand on fait des designs d'interface, on est dans le flat design et les boutons avec des épaisseurs comme ça, c'est pas génial. Ce n'est plus utilisé actuellement. Bon, je vais prendre celui-là, le bleu intense qui est là, avec un cadre. Je vais finalement prendre celui-là. Ça, c'est pas mal. OK, je clique à côté, je vois ce que ça donne. Voilà, voilà. Amusant, graphique, sympa et modifiable, on le verra après. Bien, alors je vais chercher le texte, et le déposer dessus. Alors ça pourrait être le texte vectorisé et déjà épaissi, ça pourrait être le texte non vectorisé. Je vais essayer avec la version vectorisée. Donc, j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné. Je clique avec la flèche noire sur n'importe quel caractère. Vu qu'ils sont dans un groupe, tout se sélectionne. Mais oui, ils sont dans un groupe parce que la vectorisation du texte nous a créé un groupe, il nous a tout mis dans un groupe. Je vous rappelle que quand il y a le signe inférieur et supérieur, ça veut dire que c'est Illustrator qui a fait
la chose pour vous. Et donc, ce groupe, c'est pas vous qui l'avez fait, c'est Illustrator qui l'a fait pour vous. Bien, donc, superposer. Oui, sauf que, vu qu'il a été fait avant, il se met derrière. Donc, il faut faire menu objet, disposition, premier plan. Objet, disposition, premier plan. Voilà, il arrive au premier plan. Super. Voilà, et vous le positionnez. Vous pouvez changer la couleur de fond. La case fond est à l'avant-plan pendant que je suis en train de travailler sur cet objet vecteur. La case fond est à l'avant-plan. Et donc, je vais dans la palette nuancier. Nuancier. Choisir une couleur. Voilà, voilà. Intéressant. Intéressant, mais pas très dynamique. Ça veut dire pas modifiable vraiment. Donc, sélection à nouveau du texte rangé, ici chez moi. Je vais mettre une ombre en dessous. Pour bien voir ce que je vais faire, j'ai la possibilité de demander affichage, masquer le contour de sélection. Comme ça, tous ces petits points qui indiquent ce qui est sélectionné ne seront plus visibles, même si l'objet est sélectionné. Masquer le contour de sélection, vous pouvez utiliser le raccourci en fait. CTRL H sur le PC, commande H sur le Mac, oui. Donc, c'est comme un interrupteur à bascule, le raccourci active et désactive l'affichage des vecteurs. Voilà, donc l'objet est toujours sélectionné, mais on ne voit plus les vecteurs. Comme ça, je vais bien voir ce que je vais faire ici, l'ombre. Et donc, vous allez dans Effet, Spécial, Ombre portée. Je voulais vous montrer précédemment, quand j'ai fait l'importation du texte, le titre de magazine, je l'ai importé sur une page et puis j'avais mis de l'ombre. Et voilà. Donc, c'est Effet spécial, Ombre portée. On a les réglages de l'ombre portée ici, mais vous allez cliquer sur OK directement. Et surtout, si vous voulez modifier l'ombre portée, vous ne retournez pas dans Effet spécial ombre portée, parce que si vous essayez de faire ça, Illustrator va même repérer que vous êtes en train de faire une bêtise. Effet spécial ombre portée, si on y retourne, Illustrator vous met un message: attention, ceci appliquera une autre instance de l'effet. Donc vous allez mettre un deuxième effet d'ombre portée. C'est pas comme ça que vous allez modifier l'ombre portée en mettant un deuxième. Donc vous annulez dans ce cas-là si vous avez fait cette erreur de retourner dans le menu. Donc dans Illustrator, pour modifier un effet spécial qu'on met sur un objet, c'est par la palette aspect qu'on va le faire. On va le faire ensemble. Alors, sauf l'effet spécial de décalage qu'on a fait précédemment, qui lui est à l'ancienne, il n'est pas dynamique, il n'est pas modifiable. Une fois qu'il est fait, il est figé. Ce décalage, cette forme, c'est figé. Il n'est pas possible de la modifier. Mais l'ombre, oui. L'ombre, elle est dynamique. Ça veut dire modifiable. Dynamique, ça veut dire modifiable en infographie. Alors justement, comment est-ce qu'on fait? Bon, l'objet est toujours sélectionné, on est d'accord. Si je fais CTRL H, je vois qu'il est sélectionné. CTRL H, voilà, commande H sur le Mac, ce qui correspond donc à affichage, afficher le contour de sélection, affichage, masquer le contour de sélection, voilà. Alors, on va aller dans la palette Aspect. C'est la première fois qu'on va dans la palette Aspect. Menu Fenêtre, Aspect. Une des palettes les plus importantes dans Illustrator, je vous l'ai dit. Et
vraiment une révolution. Donc, quand cet objet est sélectionné, vous voyez l'effet spécial ombre portée. Donc, c'est un groupe qui est sélectionné, c'est ce qu'il vous montre, hein. C'est un groupe qui est sélectionné. Effet spécial ombre portée, c'est un hyperlien. Vous pouvez cliquer sur cet hyperlien et ça fait réapparaître la boîte ombre portée. C'est comme ça qu'on modifie un effet spécial. Alors ici, il a été mis sur un groupe, pas sur un objet, mais le principe est le même. Il apparaît, quand le groupe est sélectionné, il apparaît dans la palette aspect. On clique sur l'hyperlien ombre portée et généralement, on dit qu'une ombre à 40%, c'est pas mal. Vous pouvez tester 40 à la place de 75, touche tabulation. Voilà, on a une ombre un peu plus discrète. La distance de l'ombre peut être modifiée aussi. En horizontal, le X, en Y, c'est le vertical. Le flou, c'est l'atténuation ici, peut être modifié. OK. Donc, vous allez pouvoir, à tout moment, retourner là et modifier les choses. Je vais peut-être un peu augmenter l'opacité quand même dans ce cas-ci. Essayons 60, touche tabulation, voilà. Peut-être diminuer encore l'atténuation, 0,5. Bien. Le décalage peut-être aussi 0,5, 0,5 pour obtenir un effet que j'obtiendrai sur un objet. OK. Je vais mettre 1 quand même en Y. Enfin, c'est vous qui voyez. Ça dépend de la dimension de l'objet sur la page aussi, puisqu'on travaille ici en millimètres. Et si l'objet est minuscule sur la page, bien sûr, les valeurs, il faudra faire quelque chose de différent. OK. Et vous pouvez enregistrer. Alors, ces caractéristiques que j'ai mises sur l'objet, là, je vais faire ici CTRL H. Voilà, on voit qu'il est sélectionné. Bon, les caractéristiques que j'ai mises sur cet objet sélectionné, donc l'ombre, je vais les stocker. En fait, c'est sur le groupe, oui, sur le groupe, j'ai mis une ombre. Tout ce qu'on voit là, en fait, hein. Mais il n'y a pas grand-chose, c'est juste l'ombre, un effet spécial, Special Effects. C'est ça que ça veut dire, FX, c'est un effet spécial. Je vais le stocker dans la palette style graphique. Donc, il se trouve que la palette style graphique est juste à côté, style graphique. Sinon, vous allez dans le menu fenêtre, style graphique. Et vous allez stocker avec le petit signe dans le bas de la palette style graphique, juste à gauche de la corbeille. Voilà, c'est là. Alors, je vais continuer les recherches. On va peut-être dupliquer les deux objets et continuer sur la copie. Comme ça, on pourra comparer. Et si on fait une gaffe, il restera au moins l'original. Donc, il faut englober avec la flèche noire, ne fût-ce qu'une partie en fait des deux objets. Tout se sélectionne. OK, logique. Parce que d'une part, on a un objet qui est d'une pièce, peut-être pas chez vous, mais en tout cas chez moi, il est d'une pièce. Et voilà, l'objet d'une pièce. Et d'autre part, on a un groupe. Donc, le fait d'englober, ne fût-ce que partiellement, tout est sélectionné. Touche Alt, je déplace vers le haut, je vais continuer à travailler là-dessus. Je clique à côté, rien n'est sélectionné. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Ça va être sur l'objet. Donc, si vous ne voyez pas les points, les vecteurs, quand vous cliquez sur l'objet avec la flèche noire, c'est qu'ils sont masqués. Donc, faites CTRL H. Affichage, afficher les contours. Alors, je vais tester. Tiens, je voudrais voir cet objet. Si je lui mets, un peu comme j'ai mis sur l'objet du fond, j'essaie de mettre une épaisseur, un contour, avec notamment les effets de boutons qui sont ici.
Celui-là, pourquoi pas? Oui, voilà. Celui que j'avais utilisé sur l'objet du fond. Voilà ce que ça donne. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Dès que vous avez appliqué l'effet spécial, pas l'effet spécial, le style graphique, oui, attention, hein, dans le monde de l'informatique et de l'infographie, le vocabulaire juste, ça compte, sinon on n'arrive pas à s'en sortir et à comprendre ce qu'on dit. Et donc j'ai fait l'erreur, j'ai dit effet spécial, mais pas du tout, c'est un style graphique. C'est un style graphique. C'est la raison pour laquelle, quand je fais de la remédiation de problèmes, je ne travaille jamais par mail, parce que les gens m'écrivent des tartines et ils utilisent les mauvais termes et on ne comprend rien du tout. C'est toujours par visioconférence, c'est beaucoup mieux quand on doit résoudre un problème à distance. Je ne dis pas que c'est le cas de tout le monde, bien sûr, mais voilà. Je veux dire, c'est pas le cas de tout le monde d'utiliser le mauvais terme et de pas arriver à expliquer avec des mots et des paragraphes quel est le problème. Pour des problèmes visuels, autant faire par visioconférence. Voilà. Donc, vous avez sans doute réussi à appliquer cet effet-là. Il se trouve que le dégradé bleu, là, n'est pas visible parce qu'il y a un fond orangé sur l'objet. Ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, l'ombre qu'on avait mise a disparu. Bon, mais c'est pas grave. Si vous cliquez sur l'ombre à côté, elle va revenir. Oui, mais alors, c'est l'effet de bord qui disparaît. Ce qu'il faudrait, c'est arriver à combiner ceci, le bord qu'on a là, qui est pas mal, arriver à le combiner avec l'ombre qui est là. Et bien pour faire ça, on va tenter ceci. Vous appliquez l'effet et avec la touche Alt, vous cliquez sur l'autre. Donc, vous appliquez le style graphique. À nouveau, je fais une erreur de vocabulaire. Vous appliquez le style graphique sur l'objet, puis avec la touche Alt enfoncée, pendant que vous cliquez sur l'autre style graphique, vous avez la touche Alt enfoncée. Du coup, ça combine les deux. En fait, ça les ajoute, et toutes les composantes de ces deux styles graphiques sont ajoutées dans la palette aspect. Ben oui, la palette aspect me montre toujours les caractéristiques de cet objet au niveau des fonds, etc. Et là, vous pouvez aller voir dans la palette aspect. D'abord, on va enregistrer le document. Une fois que vous avez fait ça, donc le document est enregistré. Bien, l'objet, je le sélectionne. Oui. Ben, regardons un peu dans la palette aspect, qu'est-ce qu'on a. Donc, vous avez quelque part l'ombre portée. Quand on clique sur elle, on peut encore la modifier, notamment, je vais repasser à 75, touche tabulation, voilà, ça assombrit. OK. Donc l'ombre portée fait partie des choses qui sont mises sur cet objet. Ensuite, il y a différents contours et un fond. En fait, il y a le fond en dégradé et il y a les différents contours qui ont des effets, certains ont des effets de transformation, d'autres pas. Bon, ce qui serait intéressant, c'est de voir qu'on peut modifier la couleur des contours déjà. Celui-ci, si on va changer, je vais mettre en rouge. Voilà, c'est rouge. Je vais mettre dans un autre bleu. Voilà. Je vais mettre du gris. Voilà, on peut changer du blanc si on veut. Voilà, on peut changer la couleur de chaque contour. L'épaisseur pourrait être modifiée aussi. Ah oui. Voilà. Donc, un style graphique que vous avez récupéré peut être modifié au niveau de sa couleur, au niveau de ses épaisseurs, de contours. Il peut être complètement modifié et adapté, c'est bien. Et il en existe d'ailleurs des milliers de styles graphiques gratuits téléchargeables sur le web pour Illustrator. Vous allez pouvoir aussi les adapter, c'est super important d'adapter. Alors on va enregistrer pour ne pas perdre ça.
Bien, l'objet est toujours sélectionné. On va essayer de se débarrasser de la couleur qu'on avait mise tout à l'heure, la couleur de fond, orangée chez moi. Chez vous, c'est peut-être autre chose. Donc, quand on sélectionne l'objet, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a un fond en dégradé, un contour blanc, mais c'est le contour qui est actuellement activé dans la palette aspect. Si j'active un autre contour, c'est une autre couleur de contour qui apparaît. Oui, un autre contour, c'est une autre couleur de contour. Oui, c'est particulier. Un objet à multi-contours, à plusieurs contours, c'est par la palette aspect qu'on peut gérer parce que la palette des outils, elle est limitée, elle ne montre qu'un contour à la fois. La palette aspect les montre tous, empilés. Bon, ça, c'est une chose. Donc, le fond ici, dont on pourra modifier aussi la couleur. Mais d'abord, se débarrasser du fond qu'on avait mis. Alors, allons voir dans la palette des calques. Menu fenêtre, calque. J'ouvre le groupe et je vois que sur mes caractères ici, il y a la couleur orangée. Si on en sélectionne un avec la petite cible ici, voilà, c'est seulement la lettre E dans mon cas. On va pouvoir ici enlever avec la diagonale, en ayant la case de fond en avant-plan, la diagonale, on va pouvoir enlever la couleur orangée qu'on avait mise. Et voilà, ce qu'on voit, c'est le dégradé. Allez-y, faites ça. Et dites-moi si ça va. Donc, tout ça peut vous paraître un peu complexe au départ, mais c'est pas si complexe que ça. C'est juste une transposition de techniques de la réalité, des papiers découpés, voilà, des plastiques découpés sur lesquels on met de la peinture à l'aérographe, à l'airbrush. Enfin bon, tout ça, c'est des techniques. C'est une transposition et c'est une question de gymnastique. Alors, Illustrator n'est pas un logiciel facile. euh, si on veut être honnête, hein, parce qu'on peut le présenter de manière, voilà, c'est super facile, Illustrator, et on ne montre que 0,5% du logiciel. Alors, non, c'est pas un logiciel facile, mais c'est la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'on connaît bien, on peut faire énormément de choses au niveau graphique, facilement, plein de tests différents, qu'on ne sait pas faire dans la réalité avec des petits papiers et de la peinture, multiplier les choses, dupliquer, faire des variantes, faire des versions différentes. C'est l'informatique, quoi. Et autre point positif, c'est que n'importe qui ne peut pas se déclarer pro en Illustrator. Comme ça, en une semaine, ça demande plus de bagages et c'est facilement testable en entreprise. On peut très vite vérifier si quelqu'un connaît bien Illustrator ou pas. Donc, c'est des compétences pas faciles à acquérir et donc, elles ont de la valeur, quoi. Bon, fin de la parenthèse. Donc, ici, on va resélectionner le groupe. Avec la flèche noire, je clique à côté, je resélectionne n'importe quel objet, tout est sélectionné. J'aurais pu aussi cliquer sur la cible ici. Donc, au lieu d'avoir un objet sélectionné en particulier, si je resélectionne tout le groupe. Et vous voyez qu'il y a une tache grise au milieu de la cible. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la palette aspect. Voilà, quand vous voyez dans la palette des calques que certaines cibles sont remplies avec du gris, ça veut dire que vous devez aller voir dans la palette aspect pour modifier correctement cet objet. C'est là que ça se passe aussi. Et donc, oui, on l'avait vu, la palette aspect, ici. Donc, le groupe est sélectionné et vous allez pouvoir cliquer ici sur le dégradé et choisir. Ah ben, vous savez quoi? On va aller faire apparaître la palette dégradée. Donc, il faut bien comprendre ceci. Vous avez sélectionné le groupe et après, vous avez indiqué que vous allez spécifiquement travailler sur le fond du groupe. C'est comme ça que ça marche quand on a la palette aspect qui est remplie de choses. Il faut
non seulement sélectionner l'objet, mais aussi indiquer quelle partie de l'objet on va modifier. Et dans ce cas-ci, c'est le fond que je veux modifier. C'est ça qui est sélectionné en surbrillance. On appelle ça en surbrillance, highlighted en anglais, mis en évidence. Voilà. Et donc, palette dégradée, on l'a déjà utilisé. Menu fenêtre dégradée de couleur. On l'a utilisé quand on avait mis un dégradé sur le contour. On avait été modifier ici l'orientation. Mais vous allez pouvoir utiliser pour modifier les couleurs maintenant. Et pour modifier les couleurs, il suffit de double-cliquer sur l'échantillon, n'importe lequel, il y en a 4. Ça fait apparaître, OK, ça fait apparaître le nuancier, mais on pourrait aussi aller vers la palette ici et créer une couleur. Voilà, on voit déjà que ça se modifie, mais vous n'allez le voir que sur la lettre qui n'a pas sur laquelle on a enlevé son fond. Bien sûr, les autres lettres, elles ont toujours le fond qui cache le dégradé d'en dessous. Donc, c'est double-clic sur la couleur. Choisir une couleur dans le nuancier ou en créer une. Et si vous en créez une, je vous conseille de faire ça en RVB pour avoir des couleurs bien vives. Et si vous avez du CMJN quand vous allez là, il y a un petit menu en haut à droite qui vous permet de dire que vous voulez plutôt du RVB. Voilà. Les autres couleurs du dégradé, même chose, je vais double-cliquer sur elles et les modifier. Oui, vous avez aussi en bas ceci qui apparaît aussi quand on est là. Non, c'est juste quand on est avec la palette. Vous pouvez aller puiser là-dedans aussi, c'est pas interdit. Il est possible aussi d'enlever une couleur du dégradé. Si vous cliquez sur la couleur et vous gardez le bouton à souris enfoncé et vous éloignez cette couleur du dégradé, voilà, on lâche le bouton à souris, elle a été supprimée. Il est possible d'en mettre une. Il suffit d'aller en dessous et de cliquer. Ça en met une. Et puis, il faut double-cliquer pour la modifier parce qu'elle prend toujours une couleur qui, en fait, est celle qui était du dégradé, là où on a cliqué. Voilà, et on peut les bouger de gauche à droite, comme vous voyez. Bon, alors il se trouve que la partie gauche des dégradés ici n'est pas visible encore. Il n'y a que la partie droite qui est visible sur la lettre. Mais certainement, quand les autres lettres vont être débarrassées de leur fond orangé chez moi, je vais voir la partie gauche du dégradé qui va apparaître sur les lettres de gauche. Je vais enregistrer le document. Bon, ben, qu'est-ce qu'il reste à faire? Enlever les couleurs sur les autres lettres. Ah oui, la palette des calques ne montre pas toujours les petites vignettes ici dans la palette des calques ne sont pas toujours à jour. C'est-à-dire que sur cette lettre E chez moi, celle-là, j'ai enlevé le contour orangé. Il n'y a plus de... Non, le fond orangé. J'ai enlevé le fond orangé. Il n'y a plus de fond. Et pourtant, dans la palette des calques, on voit toujours l'orangé sur la lettre. Donc, c'est juste une question de mise à jour. Ça prend parfois du temps. Voilà. En fermant le groupe et le calque et en réouvrant, maintenant, ça se voit qu'il n'y a pas de couleur. Donc, vous ne fiez pas trop à ce qu'on voit sur les vignettes dans la palette des calques. Ce n'est pas toujours très fiable. Ici, je vais faire clic. Alors, voilà. Vous allez pouvoir faire ça. Clic sur l'objet suivant. Majuscule clic, donc shift-clic sur le dernier de la liste. Et c'est comme quand on sélectionne des fichiers sur un ordinateur, quand on a affiché les fichiers par liste. Clic, majuscule clic, ça sélectionne tous les intermédiaires. Vous avez aussi possibilité de faire clic
et contrôle-clic ou commande-clic sur le Mac pour ne sélectionner que certains. Mais ici, on veut tous les sélectionner. Voilà. Et vous avez l'astuce pour sélectionner des objets, uniquement certains objets. Et évidemment, si on revient dessus, commande-clic ou contrôle-clic, ça l'exclut ou ça le remet. Essayez le contrôle-clic si vous voulez pour voir que ça fonctionne. Et donc les fichiers sur l'ordinateur aussi, c'est comme ça, on peut sélectionner certains et pas d'autres qui sont dans la même liste avec le contrôle-clic ou le commande-clic sur le Mac. Bon, une fois qu'ils sont sélectionnés, dans la palette des outils, le fond est montré là. Si vous avez un point d'interrogation, c'est que vous avez sélectionné des objets qui ont différents fonds. Voilà. Mais ce n'est pas un problème non plus. Je veux dire, quand un point d'interrogation apparaît dans la couleur ici de la palette des outils, ça veut dire que vous avez une sélection avec des fonds différents. Quoi qu'il en soit, le but ici est d'enlever le fond, diagonale. Et voilà. Et comme prévu, le dégradé est visible de gauche à droite sur l'objet. Parfait. J'enregistre. La suite, je vais vous expliquer, mais pas tout de suite, le redimensionnement des objets en redimensionnant ou pas les contours. C'est un choix. Et vous allez voir que ça permet de faire des recherches de style graphique. On va aussi stocker le style graphique qu'on a fait pour les lettres là, le stocker, puisqu'il combine 3 contours et un fond, une ombre. Tout ça, on va le stocker en tant que style graphique pour pouvoir le réappliquer sur n'importe quel autre objet. Je vous parlerai aussi des paramètres de rendu des effets. C'est-à-dire que l'ombre ici, il y a un rendu, si on zoome, on voit des pixels. Il est possible de faire en sorte que le rendu soit moins bon, que les pixels soient plus gros. Vous allez dire: «Mais à quoi ça sert de diminuer la qualité de l'ombre?» Eh bien, ça sert à alléger le travail sur le document. Pour l'ordinateur, si vous avez plein d'effets spéciaux, des ombres dans vos illustrations, plein d'ombres, si vous les gardez telles qu'elles sont là, assez précises, si vous ne les simplifiez pas, si vous ne les faites pas moins bonnes, vous avez intérêt à avoir un super ordinateur très récent avec, et très puissant. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. On a parfois un ordinateur qui n'est pas récent et donc l'astuce, c'est de réduire la qualité des effets spéciaux et à la fin, bien sûr, quand le travail est fini, on remonte la qualité des effets spéciaux et on exporte le fichier dans un PDF. On l'utilise ailleurs, dans Photoshop, dans InDesign, ou on imprime au départ d'Illustrator, peu importe. Donc, bien sûr, cette baisse de qualité des rendus, des ombres et de tous les effets spéciaux, elle n'est que temporaire le temps de travailler le fichier. Voilà 3 choses dont je parlerai. Bien, vous sélectionnez le groupe qui compte, voilà, des caractères, voilà, le groupe avec la flèche noire. C'est là-dessus c'est sur le groupe que le dégradé a été mis, que le style graphique avec l'effet de bord et de dégradé a été mis. C'est pour ça que la petite cible grise est là et c'est pour ça que dans la palette aspect, menu fenêtre, aspect, on voit tout le détail, les contours, 3 contours, un fond, un dégradé que j'ai modifié. Et bien justement, on va précisément cibler, on va précisément travailler sur ce fond en dégradé. Donc, vous devez non seulement sélectionner avec la flèche noire l'objet, le groupe en fait, voilà, mais en plus, vous devez mettre en surbrillance le fond dans la palette aspect.
Et là, je vais peut-être faire un petit contrôle H, commande H pour masquer les vecteurs, mais l'objet restera sélectionné. Voilà, il reste sélectionné. On voit quand même un peu mieux. Et alors, on va aller chercher l'outil dégrader. Et vous allez pouvoir tracer, donc activer l'outil dégrader dans la palette des outils. Alors, si vous vous souvenez, l'autre jour, quand on a mis un dégradé sur le contour, j'ai tenté d'utiliser cet outil pour modifier l'orientation du dégradé qui était sur le contour. Et ça n'avait pas fonctionné parce que c'était un dégradé sur un contour et j'avais dû aller dans le menu fenêtre, dégradé de couleur. Et pour modifier l'orientation du contour, j'avais dû paramétrer ici. Mais dans le cas ici d'un fond, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. L'outil dégradé, il suffit de tracer et c'est assez génial. Vous voyez en temps réel le dégradé qui se met. Si c'est pas bon, pas besoin d'annuler. Je le dis tout de suite. Si vous trouvez que le résultat n'est pas valable, vous ne faites pas un CTRL Z. Il suffit de redessiner, voilà, avec le dégradé. Alors, vous avez ce qu'on appelle l'annotateur de dégradé qui apparaît. Donc, c'est cette ligne avec les échantillons de couleurs. C'est juste un raccourci vers le dégradé qui est paramétré dans la palette dégradé. C'est la même chose. Donc, ceci, l'annotateur de dégradé, c'est la même chose que ceci, sauf que ça se voit directement sur l'objet. Et ça fonctionne de la même manière. On peut double-cliquer sur les échantillons de couleurs, changer la couleur. Ceci dit, ça peut être perturbant. C'est pour ça que vous avez la possibilité d'aller dans le menu affichage et demander masquer l'annotateur de dégradé. Du coup, quand vous tracez, vous ne voyez pas l'annotateur et c'est pas plus mal. Si vous voulez changer quelque chose dans le dégradé, il suffit d'aller dans la palette dégradé, menu fenêtre dégradé de couleurs et aller faire les choses qu'on a fait tout à l'heure. Changer les couleurs, en ajouter, en enlever. Je vous rappelle que cette palette dégradée de couleurs s'agrandit, c'est-à-dire que par sa petite case en bas à droite, on peut la prendre et l'agrandir et ça peut devenir vraiment très précis en fait. Vous voyez? Je l'ai agrandie sur toute la largeur de l'écran, en hauteur aussi, voilà, donc elle peut être grande comme ça. Et là, vous vous dites: «Oui, mais on voit pas ce qu'on fait, l'objet qui est derrière». Mais oui, mais en fait, les infographistes travaillent souvent avec plusieurs écrans. Plusieurs écrans et sur un des écrans, on peut mettre, certaines palettes pendant que sur l'autre écran, on travaille, son illustration. Alors, le problème habituel qui arrive quand on a acheté les écrans, pas au même moment, c'est que c'est des écrans de marques différentes et parfois, les couleurs ne s'affichent pas de la même manière sur les 2 écrans. Bon, pour ça, il faut faire ce qu'on appelle de la gestion des couleurs. Il faut avoir une sonde, il faut faire appel à quelqu'un qui a une sonde qui va venir mesurer les écrans et installer quelque chose qui corrige. Ce quelque chose, ça s'appelle un profil colorimétrique qui va corriger l'affichage de l'écran pour qu'il affiche mieux les couleurs. Comme ça, d'un écran à l'autre, vous aurez des couleurs très similaires. L'idéal, c'est quand même d'avoir 2 écrans à acheter en même temps de la même marque. Bon, je vais la faire plus petite ici. Donc le dégradé. Alors le dégradé, justement dans la palette dégradé, enfin, pendant que je suis en train d'utiliser l'outil dégradé, c'est aussi dans la palette contrôle là au-dessus, ce qui concerne le dégradé. Le dégradé, on voit que c'est un dégradé de type radial. C'était dans le style graphique qu'on était allé chercher dans la palette style graphique et plus particulièrement dans la bibliothèque boutons. Le style qu'on a utilisait un dégradé. Sur le fond, c'est un dégradé radial. Vous pouvez le transformer en un dégradé linéaire si vous voulez, et la différence va être flagrante. Je clique sur le bouton linéaire, voilà. Dans un sens, dans l'autre, je trace, mais je peux aussi tracer de haut en bas ou de bas en haut. Et alors, si vous voulez que le dégradé soit calé sur les axes, pendant que vous tracez, il faut enfoncer la touche Shift. Quelle surprise! On lâche le bouton à souris, voilà.
Je trace avec la touche Shift, il est bien calé sur les axes. Même chose quand on le trace de gauche à droite. Si on enfonce la touche Shift, la touche majuscule pendant qu'on trace, ça le cale sur les axes. Voilà. Donc, intéressant, amusant. On a un peu cet effet de reflet chrome avec le sol et le ciel. Il y a des dégradés spéciaux pour donner cet effet-là. Mais bon, on reste dans le symbolique, dans le graphisme ici, bien sûr, on n'est pas dans le photographisme. C'est juste suggéré. Donc, je reviens dans le travail ici. Vous pouvez enregistrer le document sous, vu qu'on a fait une modification sur le dégradé ici. Voilà, pour marquer, pour garder toutes les étapes de notre étude de Illustrator. Et on va maintenant parler de la qualité du rendu des effets. Donc, je vais zoomer ici sur les ombres. Voilà, vous avez une certaine qualité de rendu des ombres. Si vous voulez récupérer de la puissance informatique quand vous travaillez dans Illustrator, vous avez la possibilité de, donc temporairement, réduire la qualité de ces effets spéciaux, et c'est dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation du document. Donc ce sera que pour ce document-ci, comme le nom l'indique. Un autre document reviendra avec les paramètres des effets que vous aurez déterminés au départ. Je vous montre, hein, ne le faites pas. Fichier nouveau. Fichier nouveau. Ici, vous avez la précision des effets. 300 pixels par pouce. Je ne crée pas de nouveau document. Je suis dans mon document ici. Je vais dans Effets, paramètres des effets de pixelisation. Et donc, si vous passez à 150 au lieu de 300, vous allez avoir vous allez diminuer par 4, oui, parce que c'est un nombre de pouces, de points par pouce sur une ligne, mais on travaille avec des surfaces. Donc, si on passe de 300 à 150, on a diminué par 4 le nombre de points qui seront affichés pour montrer les ombres et les effets spéciaux. Voilà. OK. Alors, voilà ce que ça donne. Oui, parce que j'avais un petit problème d'affichage, mais voilà ce que ça donne à 150 pixels par pouce. Vous voyez, et vous le voyez chez vous aussi. Je reviens à 300 ici parce que c'était mal affiché chez moi. Voilà, 300, c'est plus précis. 72. 72. Voilà ce que ça donne. Et alors, vous pouvez aussi choisir autre, où vous pouvez indiquer ce que vous voulez comme valeur. Mais donc, je vais rester à 72 pixels par pouce. Et donc, ça va vraiment alléger le travail informatique. Bien sûr, c'est un peu pourri comme résultat, quoique quand on voit de loin, on ne voit pas la différence. C'est juste quand on zoome qu'on voit qu'il y a des gros pixels pour l'ombre. Et bien sûr, comme je le disais, quand le travail sera terminé, avant d'envoyer ça vers là où ce sera utilisé, votre travail, vous allez remonter les effets de pixelisation avant de générer le PDF qui sera utilisé par l'imprimeur avant de générer l'image, parce qu'on peut aussi exporter bien sûr des images pixels. Menu fichier, exporter sous, vous avez des formats pixels pour utiliser dans des logiciels qui nécessitent du pixel. Oui, on peut faire une version pixel d'un travail fini Illustrator. Donc avant d'exporter vers le travail final, vous allez remonter les effets, bien sûr, sinon vous aurez les effets spéciaux qui seront un peu pourris comme ça. Alors, je prends ma calculatrice, mon outil de capitaliste, sur un pouce carré. Un pouce, c'est déjà quoi? Un pouce, c'est 2,54 cm. Oui, dans le monde de l'infographie, le pouce anglais est souvent utilisé. Donc, on parle souvent de pouce, mais c'est 2,54 cm. Une longueur d'un pouce, c'est 2,54 cm.
OK? Donc, si je suis avec une précision de 300 sur une longueur d'un pouce, ça veut dire que sur un pouce carré, une surface d'un pouce carré, je suis à 300 fois 300, ce qui fait 90 000 pixels. Donc, pour rendre les effets comme les ombres, 90 000 pixels par pouce carré. Et c'est ce qu'on avait il y a encore 5 minutes avant qu'on aille modifier dans dans les paramètres des effets de pixelisation. On est passé à 72. Alors, 72 fois 72, ça nous fait 5184. Donc, vous voyez la différence entre 5000 et 90 000. Donc, le fait de passer de 300 pixels par pouce rendu des effets à 72 nous fait gagner. Mais ça prend, là j'ai juste divisé les deux valeurs, c'est 17 fois moins de ressources informatiques. Ah oui, c'est exponentiel. Dès qu'on parle en surface, c'est exponentiel. Voilà, donc très intéressant de connaître ça. Sinon, vous allez avoir des problèmes si votre ordinateur n'est pas extrêmement puissant. Et même s'il est puissant, vous irez plus loin grâce à cette petite astuce. Donc, en graphisme, il y a de toute façon une règle, c'est que, en infographie, il y a une règle, c'est que si votre travail devient ingérable parce que l'ordinateur n'arrive plus à travailler, parce que c'est trop lourd d'un point de vue informatique, il faut baisser la qualité. Et c'est surtout vrai dans Photoshop. Dans Photoshop, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas que, parce que vous voulez une image hyper précise avec des millions et des millions de pixels, eh bien, ça ralentit l'ordinateur au point que ça devient vraiment pénible et ennuyeux de travailler. Il faut que vous soyez à l'aise pour travailler, donc il ne faut pas hésiter à diminuer la qualité de rendu de l'image, avoir moins de pixels, mais au moins, voilà, vous arriverez à être créatif plus facilement sur un ordinateur qui ne rame pas, un ordinateur qui est rapide. On va enregistrer l'image sous un nouveau nom. Et donc, dans cette version 10 chez moi, les effets de pixelisation sont à 72 pixels par pouce. C'est jusqu'à ce que je change et que je réenregistre le document, bien sûr. Alors, l'objet, il est sélectionné. Je ne vois pas qu'il est sélectionné parce que j'avais demandé de masquer les contours. Donc, je vais faire CTRL-H. Voilà, on voit les contours, je veux dire, on voit les tracés qui réapparaissent. Les tracés, oui. Oui, ça, c'est un peu ambigu. Faut pas que je parle du contour parce que les contours, ce sont les choses infographiques qui apparaissent là, les différents contours. Mais là, c'est un tracé, oui. Donc, le tracé apparaît quand on fait CTRL-H sur le PC, Command-H sur le Mac, qui correspond donc à affichage, afficher le contour de sélection. Et donc, il est sélectionné. Et ce qui serait intéressant, c'est de faire un style graphique avec ça pour pouvoir le réutiliser ailleurs. Donc, palette style graphique, allez-y. On a donc combiné, je vous rappelle, deux styles graphiques. Celui-là, qui était livré dans la bibliothèque de boutons, mais qui se trouve maintenant qu'on l'a utilisé sur le document, il a été intégré à la palette style graphique du document. Si j'ouvre un autre document, je ne trouverai pas nécessairement ça, si ça n'a pas été utilisé. OK, ça s'arrêtait là, en fait. On avait juste jusque-là, dans tout nouveau document ouvert, jusque-là, en fait, oui. Mais tous les autres, non, ce sont juste des choses qu'on a testées, qui ne se retrouvent peut-être pas maintenant dans le document, mais elles ont été testées à un certain moment en cliquant dans la palette de boutons et elles ont été intégrées à la palette style graphique de ce document ici. Donc, on a utilisé sur cet objet ce style-là, le style qu'on avait stocké, l'ombre, on l'avait stocké pour éviter de devoir refaire une ombre. Vous ne le saviez pas au moment où vous stockez, mais c'était ça mon idée, c'était d'éviter de devoir refaire une ombre. Je stockais l'ombre. On les a combinés en cliquant sur le premier, puis avec la touche Alt sur le deuxième, ça a été combiné.
Entre-temps, on a été modifier le dégradé, l'orientation du dégradé, les couleurs. Donc, on a un tout nouveau style, un tout nouvel aspect. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant ici d'aller cliquer sur le signe plus ou sur le signe de feuille, peu importe, c'est le signe qui est à gauche de la corbeille dans le bas de la palette style graphique. Et voilà, le style graphique est là. Du coup, il est utilisable sur n'importe quel objet facilement. Je vais pouvoir aller créer une étoile, par exemple, et on n'a pas encore parlé des étoiles et la manière dont on les fait. Là, je vais entrer dans le sous-menu des objets géométriques sur la barre verticale. Voilà, ça c'est tous les objets. Sachez qu'on vous montre un polygone à 6 côtés, mais bien sûr, le nombre de côtés, vous pouvez les choisir. Ça peut aller de 3 jusqu'à l'infini, et ça devient un cercle à la fin, tellement il y a de côtés, évidemment. Vous avez ici l'étoile, mais bien sûr, on peut choisir le nombre de branches, l'espacement entre les deux diamètres de l'étoile, puisqu'il y a deux diamètres dans une étoile. Alors, cet outil-là, vous n'allez pas l'utiliser. C'est l'outil Halo qui essaye de faire des effets lumineux, mais c'est plutôt le domaine de Photoshop. N'utilisez jamais cet outil-là, c'est foireux. Le rectangle à coin arrondi non plus. Vous ne l'utiliserez jamais. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux utiliser le rectangle à coin droit et lui appliquer un effet spécial d'arrondi qui sera modifiable. Tandis que avec cet outil-là, le rectangle à coin arrondi, une fois que le rectangle est tracé sur le document, pour modifier la valeur d'arrondi, c'est foutu. C'est un vieil outil. Donc oui, voilà, on pourrait demander, mais pourquoi est-ce qu'ils font ça alors? Mais parce que Illustrator et tous les autres logiciels Adobe, c'est le principe, c'est que au fur et à mesure de leur évolution, les nouvelles manières de faire s'ajoutent et cohabitent avec les anciennes manières de faire parce que, bien sûr, les utilisateurs n'ont pas toujours le temps, la volonté, la nécessité de se mettre à jour leurs connaissances et d'apprendre les nouvelles manières de faire. Et c'est pour ça que, bizarrement, on trouve parfois des vieux outils, foireux, qui traînent, et en voilà un. Donc bien, nous on était avec l'étoile. Voilà l'étoile. Vous allez enfoncer la souris, garder enfoncé, tirer. Avec la touche attention, je garde le bouton de la souris enfoncé pendant que je trace. Avec la touche Shift, vous allez pouvoir caler sur les axes si vous voulez. Il faudra lâcher le bouton de la souris, puis la touche Shift, mais c'est pas tout. Si j'enfonce la touche Alt, j'ai une étoile type, vous voyez, avec les branches dans le prolongement l'une de l'autre. Sans la touche Alt, avec la touche Alt, voilà. On lâche le bouton de la souris, puis on lâche les touches Alt et Shift tranquillement sur le clavier, pas en même temps que lâcher le bouton à souris, sinon il y a une chance sur deux que ça marche pas. Et voilà. Donc, le nombre, modifier le nombre de branches de l'étoile, je ne voulais pas montrer, mais et modifier les diamètres non plus, un peu plus tard. Le fait est que, voilà, l'étoile a récupéré comme fond le dégradé du dernier objet qui avait été sélectionné. C'était notre texte, bien sûr. Le contour, un des contours du dernier objet qui avait été sélectionné, mais ça n'est pas ce que je recherche. Moi, je voulais 3 contours, une ombre, et cetera. Eh bien, il suffit de cliquer sur le style graphique. D'abord, je vais aller voir dans la palette aspect. Oui, dans la palette aspect que je vais aller mettre là. Dans la palette aspect, quand cet objet-là est sélectionné, oui, vous voyez que juste un contour et un fond, ben, c'est tout à fait normal. Pour appliquer tous les contours et fonds et ombres, effets spéciaux qu'on a dans le style graphique, il faut cliquer sur le style graphique et ça va arriver sur l'étoile. Et voilà. Donc ça fonctionne. Parfait. Donc une étoile totalement indépendante du groupe de lettres. Si je vais voir dans la palette des calques, l'étoile est en dehors du groupe, bien sûr. Elle est en dehors du groupe. C'est pour ça que je peux la superposer. Elle a été créée après. Elle apparaît par-dessus. Voilà. OK.
Alors, je vais tester quelque chose ici. Je vais juste faire une étoile. Je vais lui mettre comme couleur de fond, juste du bleu comme ça. Comme couleur de contour, aucune. Voilà, donc c'est juste une étoile à fond bleu. OK. Elle est là, dans la palette des calques. Que se passe-t-il si je la glisse dans le groupe qui contient les lettres? Je vais peut-être ici agrandir un peu les vignettes. Menu de la palette des calques, option de panneau. Je vais faire un peu plus grand. Voilà, OK. C'est un peu plus grand. On voit un peu mieux. Voilà. Que se passe-t-il si je glisse cette étoile dans le groupe? Je teste, je la prends, je la mets dans le groupe. Voilà. Elle a pris les caractéristiques qui sont appliquées sur le groupe. Alors, ce que je vous explique là, vraiment, c'est une source de problème. Il faut arriver à comprendre ça dans Illustrator. Le groupe, vous vous souvenez, c'est lui qui a subi, c'est sur lui qu'on a mis tout ce qui apparaît là dans la palette aspect, les 3 contours. Les 3 contours, le fond, l'ombre portée, c'est sur le groupe. Il a la petite cible grise. Les objets à l'intérieur subissent. Ils n'ont pas de couleur, en fait. Et alors, cette étoile que je viens de glisser à l'intérieur, je lui enlève aussi sa couleur. C'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Aucune couleur de fond et de contour. Elle subit entièrement l'effet spécial qui est mis sur le groupe. Là, voilà. Donc, tout objet qui sera mis dans le groupe et qui n'a pas de couleur de fond et de contour va subir l'effet spécial, l'aspect, le style graphique qui est mis sur le groupe. Et ça, c'est intéressant. Et alors, pourquoi ça peut être une cause de problème? C'est parce qu'il vaut mieux éviter dans Illustrator que pour un même objet, pour une même série d'objets, vous mettiez sur certains des objets à l'intérieur du groupe des choses, des fonds, des contours, et sur le groupe qui contient cet objet, des fonds, des contours. Donc ça, il faut éviter. Soit vous mettez tout sur le groupe et les objets à l'intérieur sont nus, sans couleur, soit vous mettez rien sur le groupe et c'est les objets à l'intérieur du groupe qui ont de la couleur, des fonds, et vous pouvez mettre des différences sur chaque objet. Mais si vous faites les deux sur le groupe et sur les objets à l'intérieur, vous n'allez pas vous en sortir au niveau de la gestion, vous n'allez pas comprendre, tiens, pourquoi j'essaie de mettre une couleur sur cet objet, elle n'apparaît pas, c'est bizarre. Voilà, donc ça c'est vraiment un conseil quand vous jouez avec des groupes, il faut décider ce qu'on fait, soit sur le groupe qu'on met les couleurs, soit sur les objets à l'intérieur du groupe, mais pas les deux en même temps. Vous pouvez enregistrer le document. Alors, ce qui va être vu ici, tout simplement, c'est que si on sélectionne, on va regrouper tout ça. On va regrouper tout ça et on va tenter de faire une enveloppe dessus. Ah oui, on devrait peut-être faire une copie de ça avant, ce serait mieux. Donc, je vais agrandir le plan de travail, outil plan de travail, sans avoir cette icône-là enclenchée, surtout, sinon ça va bouger quand je vais bouger le plan de travail. Des plans de travail dans Illustrator, on peut en avoir plein dans le même document. Ça sert à quoi? Ça sert à faire des publications PDF à plusieurs pages. Ça sert à faire des sites web, des designs d'interface de sites web. C'est pour ça qu'on peut avoir dans Illustrator plusieurs plans de travail dans le même document. Et c'est là que cette icône pourra servir. Quand on duplique un plan de travail, on duplique du coup les objets qui sont sur le plan de travail grâce à cette icône. Mais ici, on ne duplique pas de plan de travail. C'est quelque chose qu'on ne fera pas à la formation. Ici, c'est plus avancé. Ça n'a pas de sens. Voilà, le plan de travail est
agrandi. Je vais sélectionner tout ça. J'englobe. Touche Alt, je vais aller dupliquer ça en bas avec la touche Alt. Voilà. Et je vais travailler sur la copie. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Sélectionner tout ça, tout le duplicata, et voir ce qui se passe quand on fait objet distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Ce qu'on a fait hier sur du texte, voilà. Eh bien, vous voyez que ça fonctionne, il n'y a même pas eu besoin de grouper les objets, ils vont être groupés d'office en fait. Vous avez la case aperçue, forcément enclenchée, vous avez le curseur ici. Voilà. C'est pas génial ça? Tiens, ça ressemble à des typographies et des couleurs et des effets foireux de dégradés qu'on trouve sur certains pots de yaourt. OK. Et je vous rappelle que du coup, dans la palette des calques, on a un objet enveloppe qui contient nos choses et que vous avez les icônes ici au-dessus qui permettent de modifier le contenu de l'enveloppe et l'enveloppe elle-même. Le contenu ou l'enveloppe. Voilà. Ah oui, quand on est en modification du contenu, on a la possibilité d'aller ouvrir ici pour voir les différents contenus et sélectionner une chose en particulier ou l'autre. Bon, le problème, c'est que les objets qu'on sélectionne, ils sont sans distorsion d'enveloppe. Voilà. Donc parfois, ça pourrait valoir la peine de casser l'enveloppe pour retravailler les objets et de refaire une enveloppe. Donc, de sélectionner l'enveloppe, objet, distorsion de l'enveloppe, annuler. OK, c'est pas bon. Icône de gauche, objet, distorsion de l'enveloppe, annuler. Oui, le problème, c'est qu'il me met l'enveloppe, il m'en fait une espèce de forme là que je vais devoir aller éventuellement avec la flèche blanche plus sélectionner, supprimer, voilà. Oui, l'enveloppe elle-même devenait un objet quand on annule l'enveloppe. OK, vous avez vu, je reviens en arrière, pour ceux qui n'auraient pas vu, j'ai une enveloppe, je fais objet, distorsion de l'enveloppe, annuler. Du coup, je me retrouve avec cet objet gris que je vais essayer de sélectionner. Si j'essaye avec la flèche noire, cliquer à côté, cliquer sur lui, oui, il veut bien. Il n'y a pas besoin de la flèche blanche plus s'il n'est pas dans un groupe. Voilà. Que je supprime, touche suppression, et voilà, je continue à travailler, à modifier, et je refais l'enveloppe à un certain moment. Ce sera plus simple, parce que là, on a réellement directement, évidemment, les pixels, les vecteurs accessibles. Et voilà, voilà. Il y avait sans doute une autre manière de faire, d'annuler la prévisualisation de l'enveloppe, mais bon, voilà, ça fonctionne. OK, je vais quand même revenir en arrière parce que j'aimais bien l'enveloppe là. J'ai fait plusieurs CTRL Z, plusieurs commandes Z et j'enregistre. Donc quand je disais que ça ressemblait à un packaging de pot de yaourt, j'en profite pour dire que Illustrator est très utilisé, et c'est peu de le dire, dans le monde du packaging, évidemment. Dans le monde du packaging, donc tout ce qui est emballage, paquet, c'est extrêmement utilisé. Voilà, et on n'imprime pas nécessairement en CMJN les paquets. Si c'est du bas de gamme et qu'on est un peu serré au niveau budget, bien sûr, ce sera du CMJN de l'imprimeur, donc terne. Mais pour le packaging, on peut utiliser différentes encres, ce qu'on appelle les Pantone, et du vernis. Certaines parties du packaging vont être brillantes, d'autres pas. C'est du vernis, ce qu'on appelle le vernis sélectif, donc il ne se met pas sur tout.
mais qui se met seulement sur une partie. On peut mettre de la dorure, du gaufrage, tout ça peut se paramétrer dans Illustrator. Euh, donc ça, c'est intéressant. Je vous parle des couleurs Pantone, je vous montre rapidement. Elles sont dans Illustrator, mais ça fait partie vraiment du b.a.-ba pour le graphiste. Les couleurs Pantone sont des couleurs faites chez l'imprimeur avec des encres spéciales. Il y a toute une série, une trentaine d'encres de base Pantone, et en les mélangeant à différentes quantités, au dixième de pourcent près, c'est l'imprimeur qui le fait, on obtient beaucoup plus de couleurs, 700 couleurs, et ça va au-delà de la gamme normale cyan, magenta, jaune, noir, CMJN de l'imprimeur. On arrive à obtenir, grâce à ces encres de base Pantone qui sont très pures et coûteuses, en les mélangeant, on arrive à créer jusqu'à 700 teintes différentes, dont certaines sont très vives, et c'est fort utilisé par les graphistes. Et donc, on peut demander dans Illustrator d'appliquer une encre Pantone à un objet. Ça devient de l'Illustrator avancé. Je ne vais pas montrer ici comment on fait, mais c'est techniquement possible. Vous devez connaître, vous devez savoir que ça existe, les encres Pantone. Les encres Pantone, et le principe, je vous l'ai donné. L'imprimeur fait le mélange de pourcentage en fonction de la couleur Pantone que vous avez utilisée. L'imprimeur va faire le mélange d'encre. Voilà, et ce sera un passage en presse pour cette encre-là seulement. Très intéressant. Vous pouvez avoir un packaging qui n'a que deux couleurs, le blanc du papier et une encre Pantone sur lui, et ça donne très bien. Il n'y a qu'un seul passage en presse. C'est une couleur vive, sympa, que vous avez choisie. Il n'y a qu'une couleur. Elle peut être à différentes intensités. On peut tramer le Pantone, on appelle ça. On peut quand même faire varier l'intensité à l'impression. La fadir, en tout cas. Pas l'assombrir, mais la fadir, c'est possible. Voilà. Ou alors, en plus d'une impression 4 couleurs, quadrichromie, on peut mettre d'une encre Pantone sur la publication, sur la packaging en plus. Donc, vous pourriez, par exemple, pour une couverture de magazine, avoir la couverture en 4 couleurs, plus le titre en fluo, par exemple, parce qu'il existe aussi du fluo. Il existe plein de gammes chez Pantone, même des encres métalliques, ça existe. C'est vraiment, il faut s'intéresser à ça. Pantone, c'est une grosse boîte. Et alors, si ça vous amuse, je n'y suis jamais allé, mais vous avez à Bruxelles l'hôtel Pantone. Donc, c'est vraiment un hôtel pour les graphistes. Il faudra que je fasse ça un jour. Enfin, c'est un peu ridicule d'aller dans un hôtel dans le pays où on se trouve, mais bon, je veux dire, le pays où on réside, où on a une maison. Voilà, j'ai juste tapé hôtel Pantone et vous trouvez le Pantone Hôtel. Si vous voulez faire plaisir à un graphiste, voilà, ça peut lui faire plaisir de lui payer une nuit dans l'hôtel Pantone. Je ne connais pas, je n'y suis pas allé, je veux dire, mais il y a tellement de choses à faire, mais bon, voilà. Et donc toutes les références sont, par rapport à Pantone, quoi, hein, par rapport aux couleurs Pantone. Les gammes de couleurs, dans les chambres, et cetera, c'est par rapport aux couleurs Pantone. Bon, c'est juste une anecdote.